All right, je pense qu'on va être bon pour commencer tout de suite. Alors, salut tout le monde. Mon nom est André et je suis militant à la République socialiste. Et c'est moi qui va être en charge d'animer la présentation de ce soir. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à tout le monde d'être venu à notre événement. Les élections américaines, c'est quand même un sujet assez chaud en ce moment. Avant de commencer directement, j'aimerais faire un dernier rappel de mettre votre nom sur le Zoom pour aider à la gestion de l'événement, mettre d'où vous venez, ville campus, et d'allumer votre caméra. Donc, voici un événement de l'Université marxiste, une série de conférences sur le marxisme qui va aller de septembre à novembre. Il en reste encore très peu. Donc, c'est un événement organisé par la Riposte socialiste. Notre mission qui est de construire les forces révolutionnaires en vue d'intervenir dans les mouvements des étudiants et des travailleurs et d'y promouvoir les solutions au socialisme. Donc, nos activités, c'est de faire des éducations socialistes et marxistes sur l'histoire des mouvements sociaux, l'économie, la philosophie, l'actualité, faire des cercles de lecture, des conférences, comme des discussions, comme qu'on fait en ce moment, notre journal, vendre des livres, des livrets. Donc, l'éducation socialiste qui est de comprendre le monde pour mieux le transformer, et aussi le militantisme politique, soutenir la lutte des étudiants, des travailleurs et des groupes opprimés en participant à leurs manifestations, lignes de piquetage et actions politiques. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les élections américaines. C'est les élections américaines. Donc, pendant environ 40 minutes, Hélène, qui est militante avec la République socialiste aussi, va essayer de démystifier la situation aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait des résultats de l'élection qui étaient extrêmement contentieuses, la crise sanitaire et économique qui se développe, sans compter le soulèvement populaire contre la brutalité policière assez étonnant. Donc, la réponse va venir dans pas long. Après la présentation, on va avoir une discussion pour savoir vos pensées sur le sujet. Sur ce, je laisse la parole à Hélène. Aux États-Unis, 230 000 personnes sont mortes de la COVID-19. Plus de 20 millions de travailleurs sont sur le chômage. 10 millions de ménages sont en retard dans le paiement de leur hypothèque ou de leur loyer et risquent l'expulsion. La dette nationale américaine est aujourd'hui à son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale, tant au total que par rapport à son PIB. La dette personnelle des Américains atteint 20 000 milliards de dollars pour une population de 330 millions d'habitants. On a assisté dans les derniers mois au plus grand mouvement contre l'oppression des Noirs depuis le mouvement des droits civiques des années 60. C'est sans précédent. La colère brute s'est vue dans la rue. Donald Trump a même érigé un mur devant la Maison-Blanche. C'est le contexte extraordinaire dans lequel se sont déroulées les élections présidentielles américaines de 2020. C'est vraiment surréaliste. Et malgré tout, les démocrates ont à peine ou peine à déloger Donald Trump. Comme on a pu le voir, en fait, l'élection a été un référendum sur Trump, un président qui s'est fait élire avec la promesse de Make America Great Again, mais qui a laissé un climat de chaos. Les résultats de ces 4 ans au pouvoir auraient difficilement pu être pires. Dans tout le contexte horrible actuellement, on doit dire que la barre était pas haute du tout pour gagner contre un clown raciste, millionnaire, misogyne et mythomane. On a vu les grands médias se ranger presque tous derrière Biden. Pratiquement tout l'establishment politique américain était contre Trump. De nombreux conservateurs, y compris des chroniqueurs et journalistes qui n'ont jamais soutenu un démocrate de leur vie, se sont prononcés en faveur de Biden, non pas parce qu'ils se sont soudainement déplacés vers la gauche, mais parce que Biden était déjà si loin à la droite. C'est ce qui confirme, en fait, ce que disait l'écrivain américain Gore Vidal. Il n'y a qu'un seul parti aux États-Unis, le parti de la propriété, avec 2 ailes droites, républicaine et démocrate. Même des républicains comme des anciens membres du cabinet de Ronald Reagan ou des 2 George Bush se sont ouvertement sortis pour se ranger derrière Biden. La perspective de 4 années supplémentaires d'un égocentrique indompté et imprévisible à la Maison-Blanche comme Donald Trump leur donnait des cauchemars. Et malgré tout, on arrive à un scénario qui, à bien des égards, est similaire à celui de 2016. C'est un échec pathétique pour les démocrates. Et ce que ça nous montre, c'est que le libéralisme et la politique du moindre mal ne peuvent pas battre l'extrême droite. Non, Trump n'est pas défait. L'extrême droite va sortir renforcée de cette élection.
Trump brandit l'idée que les élections sont une fraude. Les Trumpistes n'abdicteront pas de sitôt. On ne sait pas exactement encore si Biden est officiellement vainqueur, mais on peut imaginer qu'une présidence de Joe Biden n'amènera absolument aucune paix sociale, aucun apaisement. Les 4 prochaines années vont se dérouler dans le contexte de la pire crise économique de l'histoire du capitalisme américain. Et qui va être l'opposition à Biden? Qui va canaliser la colère massive qui s'accumule dans la société? Ben, ça va être le mouvement derrière Donald Trump. Puis on peut certainement envisager qu'un Trump 2.0 va être encore pire que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et pour comprendre le chaos actuel, ben, on va revenir en arrière, on va revenir vers les élections de 2016. Pourquoi les démocrates et Hillary Clinton ont perdu devant Trump en 2016? Après l'effondrement économique de 2008, l'élection de 2016 a vraiment marqué un tournant dans l'évolution du paysage politique américain. Aucun des grands stratèges politiques ne s'attendait à ce que Trump gagne et il n'était manifestement pas le candidat que souhaitaient les capitalistes américains. Mais pour des millions d'électeurs fatigués et en colère qui venaient de vivre 8 années de stagnation et d'austérité sous les démocrates, sous Obama, ben la perspective de maintenir le statu quo démocrate n'était pas du tout inspirante. On voulait du changement. Et ainsi, dans un contexte d'énorme polarisation sociale, qui s'inscrit d'ailleurs dans le contexte mondial de polarisation qu'a amené la crise économique, ben, l'élection de 2016 a été caractérisée par une crise du libéralisme, une crise du système bipartiste qui ne parvient pas à refléter le mécontentement dans la société. Et on a vu aussi l'entrée spectaculaire du socialisme sur la scène politique et dans l'esprit de dizaines de millions de travailleurs et de jeunes américains. Mais ce qu'on voit par-dessus tout, en fait, c'est un manque de solutions de rechange à la gauche. Il n'y a pas de parti de masse des travailleurs. En fait, les États-Unis, c'est possiblement le seul pays industrialisé, avancé, à n'avoir jamais eu de parti politique ouvrier de masse d'une taille ou d'une durée significative. Et ce qu'on voit aussi, c'est la capitulation des dirigeants syndicaux face au grand capital. Et dans ce contexte-là, le processus de polarisation s'exprime de manière déformée et contradictoire. Sans un parti des travailleurs indépendants de la classe bourgeoise, sans une direction ouvrière indépendante, la classe ouvrière n'est que du carburant pour l'exploitation. Les travailleurs sont ainsi facilement montés les uns contre les autres par la classe dirigeante. Les Blancs contre les Noirs, les immigrants contre les non-immigrants, les citadins contre les banlieusards, les baby boomers contre les millennials, puis la Gen Z. Pourtant, la ligne de démarcation fondamentale dans la société reste la classe sociale. Il y a ceux qui exploitent et oppriment et ceux qui sont exploités et qui sont opprimés. Et il y a une minuscule minorité qui exploite la grande majorité. Et pour maintenir son pouvoir, ben, cette classe dirigeante fera tout et n'importe quoi pour maintenir l'attention ailleurs que sur elle. C'est diviser pour mieux régner. Et dans ce contexte de crise où les travailleurs en ont marre du statu quo, sans voix claire à la gauche, sans parti indépendant de la classe ouvrière, ben on peut comprendre que le populisme de droite a énormément gagné de popularité. Ça, c'est le contexte qu'on avait en 2016. C'est quoi le contexte 4 ans plus tard? Et c'est la même chose, mais avec encore plus d'instabilité, avec une crise économique historique dont il n'y a aucune issue positive, et avec une pandémie historique par-dessus tout. La colère était déjà là, elle est encore plus grande, la polarisation est encore plus grande. Et qu'est-ce que les démocrates ont eu à proposer aux millions de travailleurs qui ont perdu des proches avec la COVID, aux infirmières puis aux travailleurs de la santé qui risquent leur vie, aux millions de chômeurs, à ceux qui sont sortis dans la rue au nom de George Floyd, aux jeunes qui voient la planète brûler? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Pas grand-chose à part voter Biden, c'est pas Trump. Mais les démocrates représentent encore le même statu quo, les mêmes politiques qui ont précisément fini par amener Donald Trump au pouvoir. En 2016, les démocrates avaient pris pour acquis le vote des femmes et des minorités, mais on n'avait absolument rien à leur offrir. On a vu qu'une grande portion de femmes ont voté pour Trump en 2016, puis encore une fois cette année. Même si Trump est misogyne, et tout le monde le sait, en plein milieu de l'énorme mouvement Black Lives Matter, même si les démocrates ont reçu la majorité des votes des Noirs,
on a quand même vu une augmentation du nombre de Noirs qui ont voté pour Trump cette année par rapport à 2016. Et à ceux qui disent que les travailleurs américains sont stupides ou réactionnaires, puis que c'est ce qui expliquerait la grande popularité de Trump, mais je pense en fait que la stupidité, on peut d'abord et avant tout la trouver chez la classe dirigeante américaine, la classe des banquiers et des capitalistes et leurs représentants au Congrès. Le capitalisme est en crise et la classe dirigeante est en crise. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour maintenir son pouvoir? Elle ne sait pas faire autre chose que continuer à prendre les travailleurs pour des valises, à les mépriser, puis à penser qu'avec des paroles magiques, blablabla, on va pouvoir les hypnotiser. Mais ce que les résultats nous montrent, c'est qu'il y a un énorme scepticisme envers les démocrates et Biden. Les travailleurs syndiqués ont investi des décennies d'énergie puis des milliards de dollars via leurs syndicats dans les démocrates. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça leur a donné? Une baisse des salaires réels et une chute brutale des emplois dans l'industrie manufacturière, puis une baisse du nombre de syndiqués au final. Et pourtant, il y a encore des gens à la gauche qui insistent sur le fait que les démocrates sont un parti qui peut être favorable aux travailleurs et que les socialistes peuvent faire campagne sous la bannière démocrate. Mais il va sans dire que cette stratégie est erronée parce qu'il est clair que des millions de travailleurs comprennent que le Parti démocrate, c'est pas un ami de la classe ouvrière. En fait, il y a certains membres du Parti républicain qui ont présenté pendant la campagne, même si c'est de la foutaise, qui ont présenté le Parti républicain comme le parti de la classe ouvrière. Et j'ai même dû updater, faire une mise à jour de ma présentation parce que hier soir, Donald Trump a dit dans son discours, en fait, que le Parti républicain était devenu le parti des travailleurs. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de voix propre pour les travailleurs américains pour qu'un raciste, fou furieux, milliardaire puisse arriver à dire une chose comme ça. Et ce qu'on comprend, c'est que, en fait, la lutte des classes, c'est plus complexe que le schéma gauche-droite traditionnel qu'on nous présente souvent. En 2016, 12% des gens qui ont voté pour le socialiste Bernie Sanders dans la primaire démocrate, qu'est-ce qu'ils ont fait le jour de l'élection? Ils sont allés voter pour Trump plutôt qu'Hillary Clinton. Et on peut absolument pas simplifier la situation en disant que c'est parce que les travailleurs américains sont essentiellement racistes ou réactionnaires qui votent pour Trump. On l'a vu cette semaine, Trump a remporté la Floride, un État où, en même temps, on a voté en majorité pour augmenter le salaire minimum. Et donc, si on a un schéma mécaniste, formaliste, comme les libéraux ou bien des réformistes, on pourrait se dire que ça fait aucun sens tout ce qui se passe en ce moment. Mais la politique évolue pas de manière mécanique ou simpliste. La réalité est contradictoire et sous la surface des choses, il y a des forces sociales qui veulent s'exprimer et ça peut sortir tout croche, oui, en effet. On le sait, Trump, c'est un démagogue réactionnaire, mais il a du cran et il tient tête à l'establishment libéral, puis il y a des millions de petits propriétaires d'entreprises et des millions de travailleurs, en fait, qui l'aiment précisément pour ça. Même si c'est le président en exercice qui a présidé sur la plus grande catastrophe sanitaire qu'on a vue dans l'histoire récente, mais il a quand même réussi à dépeindre Biden comme le politicien de la vieille garde et du statu quo, comme le choix privilégié de Wall Street. Puis en fait, il n'y avait pas tort. C'est qui Biden? Biden a passé des décennies à Washington. Il a soutenu les projets de réforme réactionnaires de Bill Clinton sur la criminalité. Il a choisi l'ancienne policière Kamala Top Cop Harris comme colistière. Et c'est lui qui était vice-président sous Obama et toutes les mesures impérialistes qui ont été mises de l'avant à l'époque. En fait, Biden, ce qu'on voit en ce moment, c'est que Biden, c'est clairement le candidat de la classe dirigeante. Il y a un sondage qui a été réalisé à la fin du mois de septembre, en fait, qui révélait que 77% des PDG des grandes entreprises prévoyaient aller voter pour Biden. L'instabilité, c'est très mauvais pour les affaires et on sait que Donald Trump, c'est la définition même de l'instabilité. Joe Biden est considéré comme un candidat beaucoup plus sûr. On l'appelle Biden le candidat pragmatique. Ça veut dire quoi pragmatique? Ça veut dire qu'il va écouter les conseils des grands banquiers et des grandes entreprises. Et le monde de la finance, en fait, ce qu'on a vu cette année, c'est que le monde de la finance a largement investi dans la campagne de Donald Trump, s'est détourné massivement du Parti républicain. Puis, en retour, on peut s'attendre qu'ils vont espérer un retour sur leur investissement. Il y a quelque chose de dangereux avec les démocrates, parce qu'on connaît la chanson. Les démocrates vont jouer le jeu de la grande democracy.
Ils vont nous parler d'unité, de tolérance, de paix. Ils vont jouer au maximum le jeu des politiques identitaires, tout en profitant pour faire les mêmes politiques impérialistes contre les travailleurs et contre les opprimés. La même chose que les républicains, mais ils vont peut-être ajouter un arc-en-ciel ou quelques calinours par-ci par-là. Et pendant la campagne, on a vu des gens comme la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, que vous connaissez peut-être, qui se dit socialiste, puis qui a interpellé les jeunes voteurs à voter pour Biden. Puis l'argument d'Ocasio-Cortez est assez simple, c'est un argument qu'on a entendu beaucoup à la gauche. Peut-être que Biden n'est pas parfait, mais on va être capable de le pousser vers la gauche. Mais est-ce que c'est possible de pousser Biden vers la gauche? En fait, qu'est-ce qui nous attend avec les démocrates? La réponse est assez simple. Austérité, austérité et austérité. Comme je l'ai dit au début de ma présentation, la dette américaine est gargantuesque. On est entré dans la pire crise, dans une crise prolongée du capitalisme. Il n'y aura pas de remontée de l'économie en grand V, ici comme ailleurs. Et la question qui va se poser, c'est qui va payer pour la crise? Et on peut s'assurer que le parti de la bourgeoisie, le parti démocrate, va tout faire pour faire payer la note aux travailleurs. Dans ce contexte, Biden va certainement jouer la carte de l'unité nationale. D'ailleurs, il a déjà commencé à le faire dans un de ses speeches cette semaine, ce qui est une façon, en fait, de paralyser la classe ouvrière. On nous dit qu'on est une grande famille, qu'on a tous les mêmes intérêts. Il va sûrement essayer d'amener dans son équipe des républicains anti-Trump, possiblement. Puis même, il pourrait même essayer de faire de la place à Bernie Sanders ou un autre candidat de gauche pour justement se donner un couvert de gauche et maintenir les travailleurs sous contrôle pendant qu'on implante l'austérité. Je dis tout ça, peut-être que vous êtes sceptiques sur ce que va faire Biden. Donc, je vous propose qu'on regarde un peu dans le passé, dans l'histoire récente, pour voir qu'est-ce que les démocrates ont fait. Un argument qu'on entend souvent, c'est « Ah oui, mais quand les démocrates sont au pouvoir, comme souvent les républicains contrôlent les chambres ou une des deux chambres, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent faire. » Fait qu'on va regarder dans l'histoire récente, quand les démocrates contrôlaient la Chambre des représentants, le Sénat et la présidence. On va regarder à la fin des années 70 sous Jimmy Carter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à implanter des mesures d'austérité. On a investi massivement dans l'armement et on a commencé la fameuse déréglementation de l'économie sous la pression des grands lobbies capitalistes. En général, ces choses-là, c'est précisément ce qu'on va attribuer, en fait, ou on va associer au règne austère du républicain Ronald Reagan. Mais on oublie souvent que ça avait commencé juste avant avec les démocrates sous Jimmy Carter. On peut aussi regarder ce que l'administration de Bill Clinton, alors que les démocrates contrôlaient tout le Congrès, au début des années 90, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé le fameux Crime Bill qui a mené à l'emprisonnement de millions de pauvres, de Noirs et de Latino-Américains. Et on peut aussi parler de Obama. Je parlerai même pas, en fait, de la question de l'impérialisme. On pourra peut-être en discuter dans la discussion. Mais on peut parler du Obamacare, qui était un plan d'assurance santé qui n'était pas du tout universel, pas du tout gratuit, et ça n'a pas du tout aboli le système des assurances privées. En fait, ce que ça l'a fait, ça a contribué à amener encore plus d'argent public dans les poches des grandes compagnies privées. Et Obamacare, c'était pas un plan très, très socialiste. C'était basé sur un plan qui avait été développé au Massachusetts sous le républicain Mitt Romney. Et donc, quand on regarde le bilan des démocrates, quand on regarde la nature de classe du parti, ben on voit que ça relève vraiment de la pensée magique, en fait, de penser qu'on peut empêcher un lion de manger une gazelle. Autrement dit, qu'on peut empêcher les démocrates de prendre parti pour la classe bourgeoise et qu'on pourrait les pousser à la gauche. Et le problème avec ça, c'est que quand la colère va se tourner contre les démocrates, ceux à la gauche qui appellent à voter démocrate, ben, ils se ramassent à être complètement discrédités. Évidemment, même si, comme socialiste, on ne soutient pas Biden et les démocrates, les socialistes, on va lutter absolument pour le droit, en fait, à ce que les votes de tout le monde soient pris en compte. Comme en ce moment, on voit que Donald Trump mène une campagne pour qu'on ne prenne pas en compte tous les votes, c'est complètement réactionnaire. Ce que Trump est en train de faire en ce moment, en contestant les résultats, pourrait déclencher, ou du moins, il est pas mal en train de faire ça, en train de déclencher une crise constitutionnelle, une crise
avec une perte de confiance dans les institutions et pourrait faire traîner le processus dans les tribunaux aussi longtemps que possible. Et il s'en fout complètement des conséquences sur l'ensemble de la société. Il s'en fout du chaos qui est en train de semer. Et en présentant les élections comme frauduleuses, Trump pourrait en fait se retrouver dans une position encore plus forte en perdant les élections, en fait. Parce que s'il peut brouiller là, toute cette question-là du transfert de pouvoir et se dépeindre comme une victime de la tyrannie libérale, ben, sa base pourrait s'enflammer et Trump, ou une figure encore pire que Trump, pourrait revenir en force en 2024. Mais on a vu durant la campagne qu'il y a aussi des gens à la gauche et même à l'extrême gauche, en fait, qui appelaient à voter Biden, soit implicitement ou explicitement, en disant que c'était une question importante de sauvegarde de la démocratie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de quelle démocratie on parle? Et qu'est-ce que Trump a changé par rapport à ce qu'on avait déjà? À la base, la Constitution américaine a toujours été un outil pour assurer la domination d'une minorité sur la majorité. Et aujourd'hui, c'est assez clair. Les élections, c'est une grosse machine à cash où seuls les millionnaires peuvent avoir une influence sur la situation. Cette année, en pleine crise économique, alors que des millions de familles sont au bord du gouffre, c'est 14 milliards de dollars qui ont été dépensés dans les élections. C'est plus que ce qu'on a dépensé dans les 2 dernières élections combinées. Et les démocrates ont investi presque le double des républicains. Il y a aussi énormément d'aspects absolument pas démocratiques dans le système électoral américain. Je ne pourrais pas passer à travers tout, mais je vais en mentionner quelques-uns. Premièrement, en fait, on n'a qu'à penser aux millions d'immigrants avec ou sans papier qui vivent, travaillent, paient des impôts aux États-Unis, qui doivent respecter la loi américaine, mais qui n'ont pas le droit de vote. Et à ça, on peut ajouter les 3,4 millions de Portoricains, en fait, qui ne peuvent pas voter, même s'ils sont un territoire américain, en fait, qui est une colonie de facto, intimement gouvernée par le Congrès et le président. C'est la même chose pour certaines îles, comme les îles Vierges américaines, en fait, où les habitants n'ont pas le droit de vote. Il y a aussi 5,2 millions de condamnés qui ont purgé leur peine, mais qui n'ont toujours pas le droit de vote. Et en raison du racisme systémique, vous pouvez imaginer en fait que ça concerne principalement la population pauvre, noire et latino-américaine. Mais il y a d'innombrables autres mesures en fait qui ont été puis qui sont encore utilisées pour limiter la participation politique ou pour manipuler les résultats à l'avance. On n'a qu'à penser au découpage de la carte électorale, à ce qu'on appelle en anglais le fameux gerrymandering. Et ensuite, là, je suis rendue à la pièce de résistance, le collège électoral. Le fait est que les citoyens de la plus grande démocratie du monde n'ont pas le droit constitutionnel d'élire la plus haute fonction du pays. Ce qu'on élit le jour des élections américaines, c'est ce qu'on appelle le collège électoral. On élit les fameux grands électeurs. Et les votes pour cet organe sont attribués en fonction du nombre de sénateurs et de représentants que compte chaque État. Mais comme chaque État a automatiquement 2 sénateurs et au moins un membre du Congrès, la balance penche en faveur des États plus petits, des États ruraux, conservateurs. Et peu importe en fait le fait que c'est de 75% à 80% de la population qui vit en zone urbaine. Même si ces éléments, ça peut sembler petit ou marginal, ça peut être très décisif dans le résultat. Et dans tous les États, sauf le Maine et le Nebraska, le vainqueur remporte tous les votes électoraux. Et donc, en Floride, par exemple, en 2016, Donald Trump a remporté tous les 29 votes avec seulement 100 voix de plus qu'Hillary Clinton. Et par-dessus tout, on a, pour ajouter un peu de piquant, on a un nombre pair de grands électeurs, ce qui ouvre la possibilité d'une égalité. Puis si ça devrait se produire, en fait, la Chambre des représentants élirait le président sur la base de quoi? Un vote par État. Ça tourne encore plus en dérision le concept de démocratie, parce que la Californie, par exemple, recevrait une voix, la même chose que pour le Dakota du Sud, où est-ce qu'on a 50 fois moins d'habitants que la Californie. Et évidemment, il y a aussi la Cour suprême qui pourrait être appelée à intervenir dans les élections et faire potentiellement pencher la balance comme elle l'a fait
dans le fiasco en 2000 entre Al Gore et George W. Bush, pour ceux qui s'en souviennent, qui ne sont pas trop jeunes. La Cour suprême, en fait, c'est un organe éminemment politique. Aux États-Unis, c'est à peine caché, là. Il y a des juges comme Brett Kavanaugh qui sont des républicains qui ont été impliqués dans les campagnes de George Bush. Et tout le monde le sait, en fait. Tout le monde connaît l'allégeance politique des juges de la Cour suprême. Puis même s'ils veulent nous faire croire, en fait, que la plus haute cour des États-Unis flotte au-dessus de la tête de l'État de manière neutre, il y a rien de plus faux. Donc, il y a certains qui disent qu'aux États-Unis, on a une démocratie biaisée ou une démocratie déformée. Mais c'est précisément ce qu'elle a toujours été, en fait. C'est la démocratie bourgeoise, qui est un système conçu pour défendre les intérêts d'une minuscule minorité propriétaire contre les intérêts de la majorité largement dépourvue de propriété. Donc, au final, s'il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord avec Donald Trump, peut-être qu'il y en a juste une, c'est qu'effectivement, les élections américaines, c'est une fraude, puis surtout une farce. Et maintenant, je pense qu'on se pose toute la question, qu'est-ce qui s'en vient aux États-Unis? C'est quoi les perspectives dans les prochaines années? Il y a des millions de gens en ce moment qui sont épuisés par la présidence de Trump, qui sont tannés, en fait, des montagnes russes économiques, qui sont stressés, tendus avec la pandémie. Puis ce que je décris là, c'est évidemment pas simplement aux États-Unis, hein, je pense que ça décrit aussi la réalité qu'on vit ici. Il y a beaucoup de gens qui veulent un retour à la normale, hein, qui se disent quand est-ce que ça va finir tout ça? On veut un retour au calme. Puis en Amérique du Nord, puis en Europe, en fait, on a connu une certaine stabilité avec le boom économique d'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette période, il faut comprendre que c'était pas la norme, mais c'était l'exception au 20e siècle. C'était l'exception qui a été rendue possible parce que la production avait été complètement détruite avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais dès les années 70, je l'ai mentionné un peu plus tôt, on a vu l'austérité refaire surface parce qu'on a vu la crise organique du capitalisme refaire surface. Et on arrive aujourd'hui à une situation où la classe ouvrière est massivement endettée et appauvrie, et les entreprises sont prises avec une surproduction massive qui sont plus capables d'écouler. On est dans une crise prolongée du système capitaliste, et en fait, on peut dire qu'on est revenu à la vraie normalité du système, hein? Un système d'exploitation, de guerre et d'instabilité économique, sociale et politique. Plus que jamais, on voit aujourd'hui que le système capitaliste, c'est un système à deux vitesses. Il y a une COVID pour les riches puis une COVID pour les pauvres. Il y a une réalité horrible pour les travailleurs d'Amazon aux États-Unis, partout dans le monde, puis une réalité paradisiaque pour son PDG, Jeff Bezos, qui a empoché des milliards de dollars pendant la COVID. Le système capitaliste, c'est aussi un système de justice à deux vitesses. Il y a la justice des jeunes noirs qui se font matraquer par la police dans la rue, puis il y a celle de Joe Biden puis Donald Trump, tous deux accusés d'agression sexuelle, puis qui s'en sortent comme si de rien n'était. Évidemment, les socialistes, on est totalement opposés aux politiques de Donald Trump. Mais il faut aussi comprendre que la plupart des choses horribles auxquelles font face les travailleurs américains aujourd'hui, la jeunesse américaine, ne viennent pas de Donald Trump et de ses politiques. Ce sont des problèmes systémiques qui sont causés par la crise systémique du capitalisme. Et dans ce contexte-là, quand le Titanic frappe l'iceberg, la solution, c'est pas simplement de changer de capitaine. Non, c'est de sortir du bateau qui est en train de couler. Et donc, la solution aux problèmes actuels auxquels font face les travailleurs américains, mais aussi auxquels font face les travailleurs au Canada et partout dans le monde, c'est de sortir de ce système pourri, c'est de lutter pour le socialisme. Et lutter pour le socialisme, c'est d'abord et avant tout lutter pour la démocratie, la vraie démocratie. Le socialisme, c'est une véritable démocratie où ce sont les travailleurs qui ont le contrôle de l'économie et non pas une poignée de monsieur cravatés. C'est une démocratie qui commence à la base dans les milieux de travail où les travailleurs planifient et coordonnent la production pour les besoins de la population et non pour le profit d'une minorité. Les richesses sont énormes en ce moment dans la société. Aux États-Unis, le 1% le plus riche cumule une richesse de 34 billions, donc billions de dollars, alors que la dette américaine est rendue à 27 billions de dollars. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là. On pourrait payer la dette nationale. Et pensez à tout l'argent qui s'en va dans les campagnes électorales. Pensez à l'argent dans les poches de Donald Trump
et des autres clowns de ce monde, mais cet argent-là, on n'y a pas accès. Les travailleurs américains n'ont pas accès aux fortunes qui ont été rendues possibles par leur travail. Au Canada, c'est 1 billion qui dort dans les coffres des grandes entreprises. C'est de l'argent qui a été volé par le travail de la classe ouvrière. Parce que oui, les capitalistes sont riches parce que, collectivement, on est pauvres. Et en commençant par exproprier les grands leviers de l'économie et en les nationalisant sous le contrôle démocratique des travailleurs, on pourra avoir des bons emplois pour tous, mettre fin au chômage avec des soins de santé universaux, l'éducation gratuite, puis enfin pouvoir s'attaquer à la crise climatique. Et il y a un énorme momentum pour cette perspective socialiste en ce moment. Près de la moitié des Américains, pensez-y, près de la moitié des Américains, dont 70% des jeunes, déclarent qu'ils voteraient pour un candidat socialiste. Puis on le voit avec l'incroyable mouvement Black Lives Matter. Une immense couche de la classe ouvrière et de la jeunesse qui se radicalise vers la gauche, et ce n'est qu'un début. Si la politique américaine a effectivement dérivé de plus en plus vers la droite, on pourrait dire, il faut comprendre en fait que c'est pas le cas de la classe ouvrière dans son ensemble et surtout pas de la jeunesse. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui et depuis très, très longtemps aux États-Unis, c'est vraiment un parti de masse indépendant pour la classe ouvrière avec un clair programme socialiste révolutionnaire qui propose une vraie solution de rechange aux maux du capitalisme. Et selon les sondages, ce serait au moins le tiers des votes qui sont allés pour Biden dans cette élection qui ont été faits pour voter contre Trump. C'est ridicule. C'est aller voter par dépit, en fait. Mais on peut facilement imaginer, en fait, que les gens viendraient en masse avec enthousiasme pour un candidat socialiste indépendant des deux partis bourgeois. Imaginez si Bernie Sanders avait fait campagne de manière indépendante, comme il l'a toujours fait dans sa carrière avant 2016, soit dit en passant. S'il avait fait campagne de manière indépendante, on ne peut pas dire, en fait, quel aurait été le résultat aujourd'hui. Il n'aurait peut-être pas gagné, en fait, quoique, avec l'instabilité politique, on ne sait jamais. Mais même s'il n'avait pas gagné, l'important, c'est qu'on aurait pu jeter les bases, en fait, pour un mouvement massif, prêt à se battre dans la rue et sur les milieux de travail contre Trump et contre Biden, et jeter les bases pour une victoire en 2024. Et avec un projet socialiste clair qui amène des solutions concrètes au chômage et à la pauvreté, on peut imaginer que même des gens qui ont voté pour Trump en quête de changement pourraient être gagnés par un programme socialiste. Évidemment, on parle un peu au conditionnel, mais il faut comprendre aussi qu'en ce moment, il n'y a rien qui est vraiment perdu, en fait, parce que le potentiel est absolument là pour jeter les bases pour un parti ouvrier socialiste de masse aux États-Unis. Il y a un groupe comme les DSA, les Democratic Socialists of America, que vous connaissez peut-être, en fait, qui sont quelques milliers en ce moment. C'est pas un parti, un parti gigantesque, un parti de masse, mais ça pourrait être la fondation, en fait, le fondement d'un éventuel parti massif, en fait. Mais pour ça, la tâche immédiate qui s'impose aux socialistes dans le DSA et ailleurs, c'est de rompre radicalement avec le Parti démocrate et appeler les Sanders de ce monde, appeler les Ocasio-Cortez de ce monde et les autres socialistes à les joindre de manière indépendante. Nous, à la Riposte socialiste, on est la section canadienne de la tendance marxiste internationale. Et les idées que je présente en ce moment, c'est pas simplement la perspective d'une outsider là, au Québec, mais c'est précisément la perspective pour laquelle militent nos camarades américains de Socialist Revolution, à qui je dis bonjour d'ailleurs. Et ce que les élections nous montrent en ce moment, c'est qu'on ne peut pas battre l'extrême droite en adoptant la politique du moindre mal. Ça ne fait que préparer la venue d'un plus grand mal. Plus que jamais aux États-Unis et ailleurs, les conditions sont mûres pour construire les forces du socialisme qui pourra combattre l'extrême droite et mettre fin à l'horreur du capitalisme. Et c'est pas simplement une leçon pour les États-Unis, ça. C'est aussi une leçon pour nous ici. Parce que partout dans le monde, on voit la même polarisation sociale, les mêmes processus qui sont à l'œuvre, les processus qui amènent la crise du capitalisme. On voit la montée de la droite, oui, certains, mais on voit aussi et surtout des mouvements de masse à la gauche dans plein de pays et qui recherchent une bonne direction. On vit dans une époque de crise, de chaos, mais aussi dans une époque de révolution. Et pour ceux qui seraient sceptiques, en fait, qu'on puisse
battre Trump et avoir une révolution socialiste en Amérique, mais j'aimerais terminer en vous rappelant que seulement au cours des 250 dernières années, c'est pas très loin, pas très longtemps dans l'histoire de l'humanité, ben, les masses américaines ont fait pas une, mais deux révolutions. Elles ont courageusement renversé la domination de l'Empire britannique et renversé l'esclavagisme. Les États-Unis ont une tradition révolutionnaire fantastique de laquelle on peut vraiment s'inspirer. Puis je pense qu'il est temps de faire revivre cette tradition-là, pas juste aux États-Unis, mais ici aussi. Les conditions sont là. Donc, je vous invite à nous rejoindre, en fait, à rejoindre la riposte socialiste dans cette lutte pour enfin avoir une vraie statue de la liberté en Amérique. Merci. C'était une super belle discussion. Maintenant, à Hélène d'essayer de répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. Oui, merci. C'était vraiment une bonne discussion. Écoutez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de questions. Évidemment, je ne pourrais pas passer à travers tout dans tous les détails, d'où l'importance de rester après pour poursuivre la discussion. Je pense que Julie a un peu volé certains trucs que j'aurais présentés. Donc, comme ça, j'aurais pas besoin de tout couvrir. Mais ouais, je pense que la lutte contre l'impérialisme américain, je pense que ça doit être une tâche importante, primordiale pour tout militant socialiste, quelqu'un qui se dit socialiste et qui lutte pas contre les dommages de l'impérialisme américain n'est pas un socialiste aux États-Unis. Puis ouais, effectivement, il y a la guerre en Irak, c'est un très bon exemple. En fait, on voit que l'anti-impérialisme aux États-Unis a pris de l'importance. Imaginez aujourd'hui, ça ressemble à quoi? C'est encore, on voit des mouvements qui émergent un peu partout à travers le monde. Il y a un énorme potentiel pour créer un mouvement de solidarité, en fait, entre les différentes classes ouvrières à travers le monde. Dans les années 60, on a eu la guerre au Vietnam. On a eu un énorme mouvement dans les rues aux États-Unis qui combinait aussi la lutte pour les droits civiques. Hein, fait que la question du racisme était là. Il y avait un contexte politique et social. On a même vu, en fait, des désertions puis de l'insubordination chez les militaires américains au Vietnam. Donc, il y a aussi une histoire, en fait, assez... Il y a des choses que la classe dirigeante américaine préfère qu'on sache pas, en fait. Puis je pense qu'en retraçant, en fait, l'histoire des États-Unis, l'histoire des mouvements sociaux puis des révolutions, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ressortir. Puis il y a des traditions aussi qui sont encore présentes chez les travailleurs, mais aussi souvent d'une façon très déformée, hein, qui prennent des allures patriotiques. Et ouais, puis sur la question de l'impérialisme en Amérique latine, je pense que c'est une des tâches aussi des socialistes, c'est d'exposer ça, en fait, d'exposer l'hypocrisie de l'impérialisme américain. C'est complètement dégueulasse. L'Amérique latine, ça a toujours été traité comme la cour arrière, hein, des États-Unis, où est-ce que l'impérialisme peut aller servir, faire ce qu'ils veulent, où on a littéralement, tant les démocrates que les républicains ont du sang sur les mains, de la baie des cochons sous John F. Kennedy, à la guerre en Irak sous George Bush. Je veux dire, c'est pas en Amérique latine, mais vous comprenez le point. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup en fait de pans de l'histoire de l'impérialisme en Amérique latine puis ailleurs qui doivent être montrés au grand jour. Puis je pense que aussi la tâche des socialistes, c'est d'expliquer, de démasquer l'idéologie, démasquer l'hypocrisie quand tu as des présidents qui nous disent on va aller libérer, on doit libérer le Venezuela de l'emprise des socialistes, de l'emprise, en fait, de la dictature, puis qui soutiennent de manière complètement ouverte et affirmée la dictature de Juan Guaido, par exemple. C'est complètement désastreux, puis il faut démasquer ça. Ceci dit, la question du patriotisme, comment on lutte contre le nationalisme et tout ça, ben, premièrement, c'est important de le mentionner, je pense qu'on le dit dans la discussion, les socialistes, les marxistes, on est internationalistes. On prend le côté de la classe ouvrière. La classe ouvrière dans son ensemble, on ne prend pas de parti pour une classe ouvrière au détriment d'une autre. On lutte contre toute forme d'oppression. Ça veut dire aussi, ça inclut le racisme, le sexisme, l'homophobie, et ça inclut aussi l'oppression nationale. Ceci dit, le nationalisme, ce n'est pas la lutte contre l'oppression nationale. Le nationalisme, c'est une idée étrangère à la classe ouvrière. C'est une idée, en fait, qui est présentée par la classe dirigeante depuis très, très longtemps pour créer des divisions chez les travailleurs, comme on utilise le racisme pour fomenter la division dans la classe ouvrière, le nationalisme, le patriotisme, les idées du grand modèle
américain, puis la menace, hein, aux États-Unis, là, c'est vraiment fou à quel point on utilise la menace. C'est la menace de l'islamisme, c'est la menace étrangère, la menace du Moyen-Orient. Et tout ça, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à continuer des attaques impérialistes pour le profit des patrons. Et pendant ce temps-là, en fait, pendant qu'on met la menace sur l'ennemi à l'étranger, ben, c'est le temps que prennent pas les travailleurs pour se tourner vers le vrai ennemi. Le vrai ennemi, c'est la classe capitaliste qui, elle, n'a pas de frontières, comme la classe ouvrière. Elle est internationale. Et ce que vous voyez en ce moment, si vous regardez la couverture médiatique des élections, Biden, là, il est aussi suivi par plein de médias à travers le monde. Puis, je pense que c'est la veille des élections, le 2 novembre. Il y avait un gros éditorial de The Economist, qui n'est pas un journal américain, qui expliquait à quel point il fallait que ça soit Biden qui gagne. Puis tu vois plein de journaux aussi à travers le monde. Pourquoi? Parce que la classe capitaliste internationale, elle se pose des questions, puis elle veut pas Trump, en fait, c'est vraiment pas son candidat. Et donc, faut voir, en fait, que le nationalisme, c'est une idée qui est présentée à la classe ouvrière, qui est là simplement pour fomenter la division. Et notre devoir, en fait, c'est d'exposer cette hypocrisie-là. Exposer l'hypocrisie des capitalistes, exposer l'hypocrisie des démocrates et des républicains. Et c'est pas vrai, par exemple, que l'immigration, ça nuit aux travailleurs américains. C'est absolument faux. Ce qui se passe, en fait, c'est que le racisme, la xénophobie qui est fomentée par la classe dirigeante, en fait, à quoi ça sert? Quand il y a des immigrants qui sont dans les lieux de travail, en fait, puis on va nous dire qu'ils volent les jobs des travailleurs. En fait, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que parce qu'il y a du racisme, parce qu'il y a de la xénophobie, la classe dirigeante a réussi à baisser les conditions de vie de certaines couches de la classe ouvrière, y compris les travailleurs qui proviennent de l'étranger. Et à ce moment-là, ben, c'est facile d'utiliser ces travailleurs-là. Ça coûte bien moins cher aux patrons. Et ça permet aussi de continuer à diviser les travailleurs entre étrangers puis comment on pourrait dire les travailleurs du pays. Et en fait, si les syndicats, par exemple, se mettaient clairement à lutter pour les intérêts de tous les travailleurs, y compris les travailleurs immigrés, par exemple, ben on verrait que on aurait des meilleures conditions de travail pour tout le monde. Puis avec ça, ben les patrons pourraient pas dire ok, ben on va aller embaucher des travailleurs immigrés pour pas avoir à payer des bonnes jobs syndiqués aux travailleurs. Il y aurait pas à faire ce choix-là. Puis c'est la question de ça. Je parle dans le contexte de l'immigration, mais c'est un peu la même chose à l'international. Toute la délocalisation de la production qu'on voit partout, par exemple le secteur de l'automobile, qui est un secteur important au Canada et aux États-Unis, la délocalisation au Mexique puis dans d'autres pays en Amérique centrale et Amérique latine, ben pourquoi on délocalise? C'est parce que on va utiliser du cheap labor ailleurs. En fait, la meilleure façon pour les travailleurs ici au Canada puis aux États-Unis d'avoir des bonnes conditions de travail et de pas perdre leurs emplois, c'est de lutter à l'échelle internationale puis de créer un mouvement de solidarité avec les travailleurs dans les autres pays où est-ce qu'il y a les mêmes compagnies qui exploitent des travailleurs pour les profits d'une minorité. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, en fait. La tâche des socialistes, c'est aussi d'exposer, en fait, concrètement, que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il faut se protéger contre un ennemi étranger. L'ennemi, il est à la maison. C'est pas vrai que c'est les immigrants qui volent nos jobs. C'est le système capitaliste qui crée du chômage systémique. Donc, en exposant toutes ces contradictions-là, dans un contexte de crise, dans un contexte où les travailleurs cherchent des solutions de manière active, ben, un programme socialiste authentique peut gagner des gens, en fait, puis faire détourner les travailleurs du patriotisme américain vers un internationalisme qui n'empêche pas, en fait, d'avoir des particularités régionales. Je pense que les États-Unis, c'est un bon exemple où est-ce qu'il y a une diversité multiculturelle chez la classe ouvrière, puis c'est correct aussi. Mais on peut avoir un internationalisme où est-ce que tous les travailleurs luttent ensemble pour les mêmes intérêts. Donc, je pense que c'est une façon aussi d'aborder ça. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de cette question-là. Et je ne vais pas prendre trop de temps non plus pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a aux États-Unis en ce moment? La démocratie américaine est en crise, une crise constitutionnelle. On a des feux en Californie. On a de l'instabilité partout, du racisme, de l'inégalité, de la brutalité policière. On a de la violence qui est en hausse.
il y a de la panique qui s'installe dans la société. Ça, c'est clair. En fait, il y a de l'incertitude. Et c'est facile, en fait, de céder sous l'excitation, l'énervement, la peur, en fait. Mais c'est dangereux, en fait, de rester paralysé par la panique. On parle beaucoup en ce moment de la crise de la santé mentale avec la pandémie. Puis je pense que on s'en doute, en fait, que les élections américaines font juste mettre du feu dans l'engrenage, hein, puis que ça va empirer la situation. Puis dans tout ce contexte, on voit beaucoup de pessimistes s'installer. Puis on en voit aussi beaucoup à la gauche, là, s'installer. Puis souvent, les marxistes, on détonne un peu dans ce portrait-là. Hein. On détonne souvent par notre optimisme. Et pourquoi on est autant optimiste? Ben en fait, c'est parce que la méthode marxiste, ça nous permet en fait d'aller au-delà de l'apparence des phénomènes pour essayer de comprendre en profondeur les processus fondamentaux du monde qui nous entoure. Ce faisant, on reste pas dans l'immédiat des résultats, on reste pas dans la surprise des faits. Léon Trotsky disait que le marxisme, c'est la victoire de la clairvoyance sur l'étonnement. Puis c'est drôle parce qu'en 2016, je me souviens quand Trump a été élu, le soir de l'élection, je regardais sur mon mur Facebook, puis c'était bombardé de messages de désespoir. Et moi, je me souviens que j'étais super calme. Pourquoi? Parce que, en fait, j'étais un peu... je côtoyais les idées marxistes, en fait. Puis cette possibilité que Trump allait remporter, c'était déjà ce qu'on avait envisagé, en fait. Et aujourd'hui, dans le chaos social, ben, je pense que c'est important aussi de garder notre calme. Puis oui, on doit faire de quoi, oui, on doit agir, mais il faut aussi essayer de comprendre ce qui se passe, d'avoir une analyse claire si on veut transformer les choses. Puis on pourrait dire, oui, il y a une urgence d'agir, mais ça ne doit pas être une raison pour faire des mauvais gestes. Et la politique du moindre mal, je pense qu'on en a parlé beaucoup ce soir, c'est une politique vieille, c'est une vieille politique qu'on a vue à plein de reprises, puis qui a toujours montré ses échecs. Oui, Trump fait peur, mais il faut voir le processus général. À une certaine époque, George W. Bush était présenté par bien des libéraux comme un fasciste. Puis on appelait à voter pour le moindre mal. On devait voter démocrate contre George Bush. Puis à chaque fois, c'est la même cassette qu'on nous ressort. Puis ce que Julien mentionnait, je pense que c'est tout à fait vrai. Il faut rompre ce cycle-là. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que George Bush, non seulement c'est plus un soi-disant fasciste, mais c'est le grand ami de Michelle Obama, puis des démocrates. Puis là, on voit qu'ils vont dans des banquets ensemble. Donc, on voit que c'était de la grosse bullshit, tout ça, qu'on a essayé de nous présenter pour encore une fois capituler devant les démocrates. Donc, comme je disais, je pense qu'il faut regarder notre calme. Il y a quelque chose à faire dans l'immédiat, peut-être pour répondre à la question de Raphaël, quelque chose à faire dans l'immédiat aux États-Unis, mais ici aussi. Je pense que c'est Mbengue qui disait qu'il faut former une prochaine génération aux idées socialistes. Puis ça, je pense en fait que c'est une tâche qui est très, très, très concrète, en fait. On s'en rend peut-être pas compte, mais ce l'est. Et là, on parle des élections américaines. On n'a pas parlé de ce qui, soi-disant, fait pencher la balance des élections, le fameux complot russe. Donc, je vais en profiter pour faire une petite référence à la Russie. Je ne pas à la Russie de Poutine, hein. Je vais faire référence à la Russie révolutionnaire de 1917. Pendant des années, en fait, avant la révolution russe, le parti bolchevique de Lénine s'est préparé à construire les forces révolutionnaires. Puis pendant des années avant la révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé les perspectives, ils ont lu, ils ont discuté, ils ont clarifié les idées. Puis à côté, il y avait des réalistes, des réalistes qui disaient ah non mais là c'est une perte de temps, vous faites juste de la lecture, vous êtes un club de lecture, il faut agir. Mais ces groupes-là souvent faisaient juste agir sans avoir les idées claires, sans se poser des questions. Et éventuellement, ben ils ont simplement capitulé devant les faits en fait. Devant l'immédiateté ou les résultats qui se sont présentés de manière spontanée. Mais c'est qui a fait la révolution? Qui a permis aux travailleurs puis aux paysans russes de prendre le pouvoir? Ben, c'est les idées que les bolcheviks ont mis de l'avant parce qu'ils ont pris du temps à les préparer. Je pense que c'est ça notre tâche aujourd'hui, une tâche très concrète, c'est de se préparer. On n'arrête pas de le dire, le vent est en notre faveur. Il y a une montée des idées socialistes. Notre tâche, c'est de se préparer, en fait, pour aller connecter les idées du marxisme, les idées socialistes, avec ce vent de fraîcheur qui est amené par la jeunesse puis les travailleurs. Et donc, je pense que
quelque chose qu'on peut faire ici, en fait, comme font nos travailleurs américains, nos camarades américains, comme font nos camarades en Amérique latine et partout dans le monde, ben, c'est d'organiser les forces révolutionnaires ici, dès maintenant. On doit se préparer, il y a des grandes luttes qui s'en viennent. Et donc, si vous êtes d'accord avec les idées qu'on a présentées ce soir, ben, je vous invite premièrement à prendre un abonnement au journal pour lire nos perspectives, lire notre prochain journal qui aura un article sur les élections américaines. Et je vous invite aussi à venir joindre un cercle de lecture. On a beaucoup de leçons politiques qu'on doit extirper, en fait, de l'étude du passé, de l'étude du capitalisme. Et en faisant ça, en commençant par ça, je pense que vous allez pouvoir nous aider, en fait, à construire les forces révolutionnaires qu'on a besoin pour renverser ce système pourri. On n'a pas de temps à perdre, mais je pense que c'est un beau projet enthousiasmant, donc j'en appelle à vous, camarades. Bon, ben, merci, Hélène, pour la belle conclusion. Donc, je veux aussi remercier tout le monde d'être venu ce soir. C'était bien apprécié, une bonne discussion. Je pense qu'on a beaucoup appris. Encore le journal et pour les livrets, si vous voulez plus apprendre sur la façon d'analyser les choses d'une perspective marxiste, c'est dans le chat. Pour ceux qui veulent continuer la discussion, là, parce qu'il y en reste encore beaucoup à dire, vous pouvez rester. On va essayer de gérer les breakout rooms pour discuter de façon un peu plus conviviale. Fait que, s'il vous plaît, juste rester à l'intérieur du Zoom pour ceux qui veulent continuer la discussion.